Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Dunkerque. Vous allez bien? Bravo d'être là, hein, déjà, quasi à l'heure. On va passer 3 jours super avec ces 20e Assises européennes de la transition énergétique. Je vous en donnerai le programme au cours de la matinée. Mais je vous propose d'ouvrir nos assises avec un pas de côté en invitant l'Agence nationale de la psychanalyse urbaine. Cette agence travaille depuis de nombreuses années à psychanalyser le monde, alors dans toutes ses composantes, sociales, économiques, politiques aussi, démographiques bien évidemment. Et elle fournit des rapports précieux. Et on lui a confié le travail, ils y travaillent depuis pas mal de semaines, de psychanalyser les transitions énergétiques, ici et ailleurs, en France, en Europe et dans le monde. Ils vont vous rendre compte tout de suite de leurs travaux et on a le plaisir d'accueillir Laurent Petit, qui est le porte-parole de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Et bienvenue à vous. Bonsoir à tous et merci donc d'être venus si nombreux pour cette présentation qui vous est donc proposée par l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, et par le collectif Existe, qui est donc l'agence d'architectes qui a l'initiative de cette origine, à l'origine de cette initiative. Parce qu'il faut savoir en effet que les recherches que vous allez découvrir à l'instant, eh bien, elles font partie d'un plus vaste projet qui va donc consister à psychanalyser le monde entier, qu'on voit ici, et ce, au travers d'un plan biquinquennal, soit 10 ans, un plan qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2023, c'est un vendredi je crois, à Genève, devant le siège de l'ONU. Venez nombreux, puisqu'un vin chaud vous sera proposé lors de la proclamation des résultats. Notez d'ailleurs, en préambule par rapport à la notion de monde entier, la présence, lacaniquement parlant, dans le monde entier d'un dentier. D'un dentier qui met en place dès l'origine, dans le cœur même du monde entier, dans ses gènes, un processus de dévoration du monde entier par monde entier, qui est aussi un effet de rebouclage qu'on a beaucoup retrouvé dans notre enquête menée sur l'énergie et qu'on a donc baptisé l'effet Peak-Hall. L'effet Peak-Hall en référence aux 4 grands pics d'énergie fossile auxquels aujourd'hui le monde entier est confronté, avec une production du pétrole qui risque de s'interrompre vers 2070, l'uranium en 2080, le gaz naturel en 2090, et une exploitation du charbon qui risque de s'interrompre en 2200, ce qu'on ne peut souhaiter à personne, puisque ça signifierait qu'on serait mort depuis longtemps asphyxié. Alors même si c'est à prendre avec des pincettes, tellement ces métaux sont rares, j'ai pris le loisir de simuler ici le pic des métaux rares, dont l'exploitation risque de s'interrompre vers 2050, vers 2060, si tout se passe bien. Ce qui est extrêmement problématique, puisque vous savez, les métaux rares sont censés servir de support métallique et technologique à des énergies propres, censées remplacer toutes ces énergies fossiles. Et c'est d'autant plus inquiétant que si on fait donc la moyenne arithmétique de cet effet Peak-Hall, on s'aperçoit qu'on se retrouve ici, dans une sorte de point de basculement extrêmement vertigineux, puisqu'il suit, on le voit, une escalade extrêmement rapide, la durée à peine de 100 ans, qui donne au monde entier une sensation d'ivresse, d'où lacaniquement parlant l'effet Peak-Hall, un effet Peak-Hall d'ivresse qui est aussi lié à une hallucination collective qui nous a longtemps fait croire que cette escalade allait durer éternellement. Et si on rajoute à ça la dépendance à tous ces produits énergétiques et l'espèce d'addiction du monde entier pour toutes ces énergies fossiles, on peut considérer l'ensemble du phénomène comme de la toxicomanie, voire de la polytoxicomanie, parce qu'il y a plusieurs produits en question, qui est aujourd'hui confronté
un effet de manque. Et c'est pour cela qu'il aurait mieux fallu faire appel à un toxicologue urbain qu'à un psychanalyste. D'autant que le phénomène est extrêmement complexe. Il remonte même à la nuit des temps, à la nuit des temps vraiment, puisque il débute avec la maîtrise du feu, avec des hommes préhistoriques qui commencent à maîtriser le feu il y a 400 000 ans, ce qui va leur permettre de se protéger des prédateurs, de mieux cuisiner l'alimentation, donc de mieux l'assimiler, et donc avec comme conséquence la taille des dents et de la mâchoire qui va être divisée par 2, va laisser de la place au cerveau, le cerveau qui va pouvoir inventer toutes sortes d'outils et utiliser le feu par exemple pour encercler le gibier en provoquant des gigantesques incendies. Ce qui va entamer le processus de destruction des écosystèmes qui va aller en s'amplifiant avec la révolution néolithique et l'apparition d'une dizaine de poches d'agriculture sédentaire où on va rassembler les populations avec des animaux d'élevage, ce qui va provoquer de terribles épidémies, des baisses démographiques, des baisses de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre qu'on va compenser très vite par la pratique de l'esclavage. La pratique de l'esclavage qui est l'élément prépondérant du mix énergétique de toute l'Antiquité, qui combine l'esclavage, bois de chauffage et bateau à voile. Parce qu'il faut savoir que sous les Romains, depuis Rome, il était plus rentable d'aller chercher du blé en Égypte plutôt qu'à l'intérieur des terres. Tellement, c'est vrai, l'attraction animale ne donnait que peu de résultats au niveau énergétique. On était grosso modo sur du 10% pour les vaches, 8% pour les chevaux, 2%, 1% pour les ânes, vous pouvez rien en faire. Alors que pour les hommes, on était sur du 25%. C'était le meilleur bétail de l'époque. Et ce d'autant qu'on s'est acharné pendant des années, des millénaires, à harnacher les animaux au niveau du cou, ce qui les étouffait, avant qu'au Moyen-Âge, on s'est décidé de mettre des colliers de serrage au niveau du cou. Au Moyen-Âge, on a un mix énergétique avec toujours les bateaux à voile, le servage, qui est une sorte d'esclavage à visage humain, esclavage à visage chrétien, on va dire, qu'on va compléter, on le voit, avec l'arrivée des moulins à eau. Les moulins à eau qui vont se multiplier le long des rivières. On va arriver vers l'an 1000 à une saturation avec un moulin à eau tous les 10 mètres, d'après des experts que j'ai pu interroger lors d'une soirée médiévale, soirée gothique en fait. Et donc on va assister à un pic d'énergie des moulins à eau qui va être compensé par l'arrivée des moulins à vent. Les moulins à vent qui arrivent donc après les moulins à eau. Et donc, en filigrane, toujours, on utilise le bois de chauffage, ce qui va entraîner des phénomènes de déforestation sans précédent qui vont s'amplifier au point que, d'après mes experts, vers 1650, en Angleterre, un fagot de bois valait plus cher qu'un boisseau de blé, ce qui fait qu'on brûlait le blé pour manger les fagots. Et c'est ce qui va inciter les Anglais à tirer les premiers, à tirer des seaux de charbon, de gisements affleurants. Et là, en 1650, on passe irrémédiablement d'un mix énergétique renouvelable à un mix énergétique pas renouvelable. Avec, dans ce contexte de polytoximanie, la figure du dealer qui apparaît la première fois avec l'Angleterre, qui va faire exploser sa production de charbon en proposant à tous les pays avoisinants, sauf que technologiquement en parlant, les Anglais vont se retrouver avec le charbon confronté à un obstacle majeur, c'est les nappes phréatiques bien sûr, qui vont inonder les mines avec une eau qu'on va pomper avec des pompes de plus en plus perfectionnées qui vont donc donner naissance à la machine à vapeur de James Watt. Jean quoi en français. Le charbon va être transporté ensuite par le rail,
ce qui va permettre le rail et la machine à vapeur devenant les fers de lance de la première révolution industrielle qui va profondément transformer le paysage, par exemple, du Nord-Pas-de-Calais. Alors autant on le voit, la première révolution industrielle naît d'un pic énergétique du bois de chauffage, autant la deuxième révolution industrielle va naître d'un pic d'énergie lié à l'huile de baleine. Un pic d'huile de baleine, puisque vous savez, l'huile de baleine servait à alimenter les lampes à pétrole qui à l'époque s'appelaient des lampes à baleine. Sauf que bien sûr les baleines se font massacrer et ça va provoquer l'émergence du pétrole. Le pétrole qui sert d'abord de lampes d'huile d'éclairage, puis de matériel de combustion, et avant de s'infiltrer dans tous les rouages de la société au niveau transport, électricité, chimie, pharmacie, plastique et surtout agriculture, puisque la production agricole va être multipliée par 10 grâce aux engrais et à la mécanisation, ce qui est évidemment extrêmement problématique dans le cadre de l'effet picole. Et apparaît là la figure du deuxième grand dealer de l'histoire de l'énergie, c'est bien sûr les USA, qu'on peut considérer avec le recul comme un trafiquant sans scrupules, tellement il aura fait de dégâts, notamment au Proche-Orient, en mettant en place toutes sortes de bombes à retardement qui sont en train de nous exploser à la figure aujourd'hui. Tout ça parce que ce dealer américain va inonder le marché avec un baril qui va rester bloqué à 3 $ pendant plus de 100 ans, créant ainsi des phénomènes de dépendance. Avant le premier pic pétrolier qu'on voit ici, le premier choc pétrolier de 1973, provoqué, semble-t-il, par les Américains pour faire monter le prix du baril et ainsi rendre rentables les gisements offshore et le pétrole de l'Alaska. Ce premier choc pétrolier va provoquer une réaction en chaîne qui va accélérer donc l'émergence de l'industrie nucléaire, notamment en France avec la première centrale ici de Chinon bien sûr. La France s'affirmant quelque part dans cette énergie nucléaire, parce que quelque part ça lui permettait de redorer son blason, réaffirmer son moi industriel, son moi technologique, son moi géopolitique, après les terribles blessures narcissiques liées à la débâcle de 1940, sans compter la décolonisation qui a été mal gérée, ce qui fait que la France n'a pas été très bonne au niveau du dealage pétrolier. Et concrètement, la France aurait pu devenir le leader mondial nucléaire, le dealer mondial nucléaire, sauf que quelques incidents malencontreux sont arrivés donc à Three Mile Island, Tchernobyl, et plus près de nous, Fukushima. Alors que l'énergie nucléaire a été extrêmement prometteuse au niveau de l'électricité, puisque, entre-temps, j'ai dû brûler des étapes, c'est normal, c'est l'énergie, était arrivée la fée électricité. La fée électricité qui porte vraiment bien son nom, puisque l'électricité, c'est une énergie extrêmement mystérieuse, complexe, quasi animiste. Elle a été très difficile à mettre en place. Il a fallu des milliers de scientifiques, d'ingénieurs pour à la fois travailler sur la production de l'électricité, mais aussi sa diffusion. Ce qui a mis en place un réseau de câblage extrêmement complexe, comme on le voit, enfin comme on essaye de le voir sur le réseau électrique dunkerquois. Et quand on sait que ce maillage est auréolé aujourd'hui d'une sorte de toile d'araignée géante générée par les nouvelles technologies, on a l'impression, en psychanalyse urbaine, que l'électricité a créé une sorte de surmoi technologique, un surmoi planétaire, qui est à la fois un système de surveillance et un surmoi parce que les nouvelles technologies rendent les gens de plus en plus narcissiques. Ils passent leur temps aujourd'hui à regarder leur nombril et des photos de chats, alors que la situation où on est aujourd'hui est extrêmement inquiétante, puisque si on fait le résumé, on se retrouve ici englué dans le pétrole, pieds, poings et mains et esprits liés
par l'électricité et menacé d'asphyxie, principalement à cause du charbon. Et aux mains du Parti communiste chinois via les métaux rares. Et tout ça pour, quelque part, défendre à un niveau de vie quasiment délirant, quasiment divin, ce qui nous ramène donc au mythe de Prométhée. Prométhée, qui on s'en souvient, était un titan à qui Zeus avait confié la mission de protéger l'homme des animaux que Zeus était en train de mettre au point avec de la glaise. Je ne sais pas comment il a fait. En tout cas, Titan va aller dérober le feu à, j'imagine, Vulcain pour le confier aux hommes, ce qui ne va pas être du goût de Zeus, qui va dire à Prométhée, non mais ça ne va pas. Tu confies le feu aux êtres humains et ils vont devenir l'égal des dieux et ils ne vont plus me respecter. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui avec notre niveau de vie quasi divin, d'un dieu ou d'un demi-dieu, voire d'un quart de dieu pour les moins chanceux. Et donc, en représailles, Zeus enchaîne Prométhée au sommet de l'Olympe. Ça nous fait penser à la figure du polytoxicomane en état de manque. C'est un peu l'état du monde entier aujourd'hui. D'autant qu'on le voit, son foie est dévoré par un aigle venu de Caucase. Ce qui est évidemment un clin d'œil appuyé à notre dépendance au gaz russe, bien évidemment. Mais pas que. C'est aussi un clin d'œil appuyé à l'aigle américain, qui a fait énormément de dégâts dans cette affaire. Et puis encore, c'est aussi un clin d'œil appuyé à l'aigle nazi. Puisque, bien sûr, qui dit Prométhée, dit « Promettez-moi » à un niveau de vie quasi divin, l'équivalent d'un demi-dieu, sauf que cette promesse, aujourd'hui, n'est plus tenable. Et qu'elle provoque la colère de ce monde entier. Une colère qui est en train d'exploser, mais qu'on peut anticiper grâce à ce colloque, cette réunion, lors des débats qui vont suivre. Et c'est pour cela que la NPU avait envie de vous proposer 6 pistes de traitement, 6 pistes de descente de cet Olympe, de ce point de basculement. Alors rapidement, parce qu'il leur tourne, on avait d'abord la piste noire. C'est une piste extrêmement violente, c'est une piste un peu ultra verte, vert foncé, avec la proposition inspirée du commandant Cousteau de réduire la population à 700 millions d'individus en moins d'une génération. Ce qui va nécessiter une politique courageuse de stérilisation, des aides financières au suicide, voire la mise en point de logiciels de SAO, suicide assisté par ordinateur. La piste rouge, c'est une piste un peu moins brutale, c'est assumer quelque part la fin des énergies fossiles et revenir un peu aux pratiques de l'Antiquité en rétablissant l'esclavage. Sauf que d'après nos calculs, pour assurer le train de vie qu'on a aujourd'hui ici en France, il nous faudrait chacun 400 esclaves énergétiques de type romain, ce qui fait que dans cette salle, on est environ 800, il faudrait que 2 personnes décident d'être citoyens et les autres se mettent à leur service. Ce qui ne va pas être facile, il va y avoir des négociations, des bagarres générales, donc un bain de sang, d'où la piste rouge. La piste aux étoiles, c'est un peu la piste de la surenchère énergétique, technologique, qui nous dit qu'on va trouver une solution miracle avec la mise au point prochaine, je sais pas, d'un moteur à hydrogène, d'un moteur à eau, voire d'un moteur à air comprimé, non, un moteur à air déprimé, alimenté par de l'énergie du désespoir. Et donc aussi, c'est la piste des étoiles, puisque c'est l'idée aussi d'aller chercher du gaz de schiste sur la face cachée de la Lune, comme c'est en projet actuellement, et se lancer dans le space mining qui consiste à attraper des astéroïdes avec des satellites, avec des pinces, pour les égorger, leur sucer le charbon, enfin quelque part, leur sucer le charbon avant de revenir à la base 1 million d'années plus tard. Sauf que cette piste, puis il y a aussi la piste de mettre des miroirs géants autour de la planète pour éclairer les villes pendant la nuit. Sauf que cette piste est là aussi très dépendante du Parti communiste chinois. Il va falloir tous prendre notre carte si on veut survivre sur cette piste.
La piste bleue, la piste verte, c'est la piste que nous vous invitons à explorer, à baliser, à creuser, à inventer toutes pièces durant ces 3 jours. C'est des pistes moins violentes, des pistes douces, des pistes plus humaines, avec quelques propositions de la NPU comme les THC, transport hors du commun, ZOB, zone d'occupation bucolique, autoroute astucieusement aménagée en habitation. On a un stand avec Negawatt, vous pourrez voir nos travaux là-bas. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que l'heure tourne. L'État, c'est moi. À la base, c'est l'état de déchets. L'état de déchets, c'est moi. Donc, c'est de responsabiliser les citoyens, mais c'est aussi anticiper la disparition annoncée des nations. Et donc, rebasculer le pouvoir aux soviets, non pas aux soviets, aux localités, aux villes, pour qu'ils se lancent dans le Big Crunch. Le Big Crunch, c'est le contraire du Big Bang. Big Bang, c'est faire exploser l'énergie qui part dans tous les sens. C'est un peu ça la naissance du problème. Et le Big Crunch, c'est d'inviter les villes à se resserrer sur elles-mêmes, en se resserrant sur le centre avec des logements hyper collectifs. Donc un quota de 3 à 4 mètres carrés par personne, pas plus. Encouragement des colocations intergénérationnelles, interdiction de se marier, parce que qui dit divorce dit étalement urbain, et donc pratique généralisée de la polygamie croisée. Autour du hypercentre, on requalifie les zones commerciales pour en faire des jardins, non pas des jardins ouvriers, des jardins chômeurs. Tout ce qui est pavillonnaire, on dégage tout le monde et on en fait une zone de mise à feu pour ferme énergétique urbaine. Et après, on complète avec une première ceinture maraîchère, deuxième ceinture, troisième ceinture maraîchère, puis des remparts pour se protéger des villes avoisinantes. L'idée, avec toutes ces ceintures, c'est d'inviter les citoyens, non pas à se serrer la ceinture, mais se serrer les ceintures. Et là, excusez-moi. C'est la dernière piste, c'est la bascule dans le vide. Où là, c'est la crise de foi qu'on a vue avec l'aigle de Prométhée. Et l'idée de faire un basculement spirituel, je ne sais pas comment ça va marcher. Enfin, l'idée, c'est de rentrer en contact dans le ciel et inviter l'homme à plus bouger. Ne plus rien faire, sinon encore faire n'importe quoi. Est-ce que vous avez des questions ? Merci, professeur Laurent Petit. Beaucoup de travail, hein. Tous les faits sont vrais. On l'a enregistré. Merci. On l'applaudit encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Tous les faits sont vrais. Et cette vidéo, avec sa permission, sera à votre disposition. Et beaucoup de travail de cette agence nationale de la psychanalyse urbaine, qui a donc pris comme nouveau terrain de jeu les énergies qui vont nous occuper, enfin qui vous occupent sans arrêt, et sur lesquelles nous allons nous pencher pendant ces 3 jours. Juste avant l'ouverture officielle, le ministre devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Je vais vous proposer d'utiliser pendant ces 3 jours, donc vous aurez le droit là, votre smartphone dans cette salle, pour pouvoir interagir avec les différents intervenants que nous allons recevoir au cours de ces plénières. Alors, on va vous mettre la modalité à l'écran pour vous connecter sur la plateforme qu'on vous propose. Voilà, c'est là juste à droite. Vous allez aller, alors c'est gratuit, hein, et c'est anonyme. Vous allez aller sur www.bicast.live/AETE 220119. C'est la date du jour, parce que chaque jour, on va avoir une session différente, puisque tout ce que nous allons produire avec cette
Cette application, bon, on va le garder, bien évidemment, ce sera un matériau précieux. Donc vous allez sur cette plateforme et lorsque vous serez connecté sur cette plateforme, bah, c'est très simple, on va vous donner une série de consignes tout au long de ces 3 jours. De temps en temps, on vous proposera de répondre à des quiz. De temps en temps, on vous proposera une sorte de brainstorming digital. Je vous poserai une question et puis on y réfléchira ensemble et on enrichira avec nos invités. De temps en temps, je vous proposerai des questions de sondage. Et puis, en permanence, sur cette plateforme, pendant ces 3 jours, vous allez aussi pouvoir nous envoyer vos questions. Alors, bien évidemment, vous prendrez la parole directement, mais vous pourrez aussi nous envoyer vos questions si vous le souhaitez. Alors là, c'est très simple. Si vous êtes connecté, vous avez un petit bouton bleu, un plus bleu, en bas à droite, et à chaque fois que vous souhaitez poser une question, vous appuyez sur cette icône, sur ce bouton, et vous nous envoyez votre question, et moi je les aurai en permanence au cours de nos sessions, et je serai votre intermédiaire pour les poser à nos invités. Vous êtes connectés? Alors il y a du oui, il y a du non, ça c'est normal. Si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous. Et je vais vous proposer un premier exercice. Je vais vous demander, ça va s'afficher à l'écran, si on peut mettre la session, s'il vous plaît. Je vais vous demander de nous adresser un mot. Alors, si vous êtes gourmand, vous pouvez m'envoyer plusieurs mots, mais c'est un mot, je valide, et un autre mot, d'accord? Un mot pour qualifier votre état d'esprit, indépendamment de ce qu'on vient d'entendre. Hein. Votre état d'esprit au début de ces assises 2019. Et vous avez compris, puisque commencent à s'afficher les mots, et au fur et à mesure qu'ils vont s'afficher, si on peut le mettre plein pot à l'écran, s'il vous plaît, plus le mot sera cité, et plus il sera important. Et ça, je le garde, je le montrerai au ministre tout à l'heure d'ailleurs, pour lui dire l'état d'esprit dans lequel vous êtes, mesdames, messieurs, pour participer activement à ces assises 2019. Alors, il y a de l'enthousiasme, merci. On s'expliquera autour de l'enthousiasme. Beaucoup de curiosité. Alors vous avez vu, il y a curieux et curieux. Bon, il y a un modérateur, Kevin, je vous le présenterai là sur le côté, qui pourra faire des rapprochements. Je vois impatient, très bien. Je vois urgence, à rapprocher d'impatient également. Je vois un dubitatif aussi qui devient important, tout aussi important que motivé. Allez, je vous laisse encore une quinzaine de secondes, dépêchez-vous. Bon, vous avez compris le système déjà, hein, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes mis sur cette plateforme. À chacune des sessions, je vous proposerai de nous reconnecter, mais normalement, ça marche hein, toujours. Et chaque jour, il faudra rentrer un nouveau code, puisque, comme je vous le disais, on va en garder une trace, bien évidemment, de votre production. Encore quelques secondes. Fébrile avec 2 L. Alors il y en a un qui n'est pas allé au bout, là, en haut à gauche, Tennessee, trop tard, j'ai appuyé. Alors quelqu'un qui nous parle de Zuidcote. Alors Zuidcote, c'est à 4 km d'ici, même pas, là, hein, vous longez la plage. C'est là où avait été tourné en 1954, je crois, le film Week-end à Zuidcote, qui est une magnifique plage et qui, avec la neige, doit être encore plus magnifique. Donc on a un habitant de Zuidcote dans la salle. Voilà. Eh, dites donc, c'est génial. Bon, on va arrêter là. Allez, encore 5 secondes et on arrêtera la session. 3, 2, 1, c'est terminé. Voilà, donc vous gardez votre smartphone par devers vous et régulièrement, je vous poserai une série de questions dont, vous le verrez, des petits brainstorming digitaux que nous ferons tous ensemble sur des questions que je vous poserai par rapport au thème que nous allons aborder. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On peut le remettre à l'écran, s'il vous plaît, le nuage de mots. On va le garder, ce nuage. J'aimerais qu'on le laisse à l'écran pour quand le ministre va nous rejoindre. On me dit, eh ben génial, il arrive. Bah, cadeau. Cadeau pour vous, monsieur le ministre, bienvenue. Et donc, je vous propose de
vous installer quelques instants. Prenez place. Voilà. Bonjour, Monsieur le Ministre. Un premier cadeau pour vous, regardez l'écran. Il y a quelques instants, pendant 2-3 minutes, on a un peu brainstormé ensemble. J'ai posé la question à la salle de définir un mot qui qualifie leur état d'esprit à l'ouverture de ces 20e assises. On le commentera dans quelques instants avec vous, si vous le voulez bien. Et il est temps maintenant d'ouvrir officiellement ces 20e assises. Bienvenue à tous.